Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 11h, 19h, Sud Info Loisirs sur Fréquence Évasion, l'actualité culturelle du Grand Sud. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Direction Albi, et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Joël Bonnet, qui est responsable de l'office de tourisme d'Albi. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez situer géographiquement Albi ? Bien sûr, donc Albi est dans le sud-ouest de la France. Nous sommes à 3/4 d'heure par autoroute de Toulouse, par la 68. Nous sommes à 180 km de Montpellier via soit Toulouse, soit effectivement Castres et Carcassonne. Donc c'est l'essentiel, et également de Bordeaux par la 62 qui se trouve également à 250 km. Alors, a-t-on une idée de la date de création de cette ville d'Albi ? Disons que la date de création d'Albi, pas précisément, mais les premiers habitants dateraient du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce serait donc dans un des quartiers d'Albi qu'on aurait trouvé des témoignages donc de la présence probablement de Rutène sur cette partie-là de la ville. Le nom même de la ville reste du domaine des hypothèses. Il pourrait venir donc de Alpes, préfixe celte signifiant lieu escarpé, ou oppidum, ou d'Albius, nom d'un notable romain, donc vivant à l'époque romaine sur Albi. Alors, qu'est-ce qu'un Rutène ? Un Rutène, en définitive, c'était une tribu qui se trouvait autour de Rhodès. Rutène, a donné le nom à Rhodès. C'est une des tribus, je dirais, gauloises, qui habitait la grande région de l'Albigeois et légèrement plus au nord. Donc, les traces que l'on a retrouvées beaucoup plus facilement datent du Moyen-Âge. Effectivement, Albi va se développer petit à petit à partir de son oppidum, du Castelvieil, et l'histoire, d'Albi, Albi rentre dans l'histoire, et les témoignages que nous retrouvons datent surtout du Moyen-Âge. Effectivement, c'est à partir du Moyen-Âge que les grands bâtiments qu'on a la chance encore de conserver vont prendre racine, et notamment la cathédrale Sainte-Cécile, l'imposante cathédrale Sainte-Cécile toute construite de briques, et le palais de la Berbie qui est attenant, ainsi que de nombreuses maisons du Moyen-Âge qui ont été remaniées, mais qu'on retrouve également dans la vieille ville. Alors, tout comme la ville de Toulouse, Albi est construit de briques rouges, je dirais plutôt roses. Albi, on l'appelle la ville rouge, et Toulouse, on l'appelle la ville rose. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces maisons construites de briques ? Tout à fait, effectivement, la particularité d'Albi, tout comme celle de nombreuses villes de la région, c'est effectivement que les bâtiments les plus importants et la construction traditionnelle est faite donc à partir de briques. Cette brique, pourquoi ? Parce qu'en définitive, nous avons la chance d'avoir le Tarn qui traverse Albi, mais qui lui donne cette dimension et cette ouverture. Et du Tarn était extrait l'argile, qui effectivement était la base même de fabrication de cette brique, qui donne cette couleur ocre, rouge, rose selon l'heure des jours, qui colore et qui, je dirais, ensoleille cette ville. Alors, est-ce qu'on a des traces concernant Albi juste avant la révolution industrielle ? Oui, peut-être qu'avant la révolution industrielle, il y a une autre étape de l'histoire d'Albi qui est à signifier, c'est le XVIe siècle, le 14, 15 et 16e siècle, c'est-à-dire la Renaissance, avec effectivement le commerce du pastel. Le pastel, c'était une plante qui était cultivée dans toute la région, le triangle d'or Albi, Toulouse, Carcassonne, et qui a enrichi de nombreuses familles et qui ont laissé justement leur témoignage à travers la présence de nombreux hôtels de cette période. Alors le pastel, c'était une plante tinctoriale qui permettait de teindre les vêtements, entre autres en bleu. Et après 2-3 siècles de grand commerce, cette plante a été détrônée par l'indigo, mais malgré tout, ce commerce très prospère a laissé des traces indélébiles, si je puis dire, sur Albi et dans sa région, et de nombreux hôtels témoignent de cette richesse. Alors effectivement, petit à petit, Albi va s'étendre, du noyau initial de la ville médiévale cernée de remparts, elle va sortir hors les murs et s'étendre progressivement. Des bâtiments du 19e siècle, on en a effectivement de brillant témoignage, moins disons glorieux que ceux du Moyen-Âge, mais tout aussi intéressant, avec notamment le marché couvert qui est un bâtiment style Baltard fin du 19e siècle. On a également le théâtre municipal et également la caisse d'épargne qui est un remarquable bâtiment dans le centre-ville. Et puis petit à petit, tous ces bâtiments vont encore, s'étendre. Et au XXe siècle, il y a eu également, il y a toujours la volonté d'embellir
de moderniser cette ville tout en conservant son passé. Et d'énormes travaux ont été faits donc il y a quelques années pour réhabiliter tout le centre piéton, pour donc réhabiliter tout le secteur sauvegardé. La place essentielle de la ville a été également piétonnisée et d'autres grands projets donc à l'horizon immédiat, notamment la piétonnisation de la place Sainte-Cécile où se trouve la cathédrale et le palais de la Berbie. Donc Albi est une ville en perpétuelle évolution, en perpétuelle modernisation et embellissement. Alors quels sont les principaux monuments que l'on peut visiter à Albi ? Alors bien entendu, c'est l'incontournable, je dirais, palais de la Berbie et cathédrale, qui sont donc les points forts et les points clés donc de la visite. La cathédrale qui est considérée comme la plus grande surface peinte en Europe, effectivement, et dont la beauté, disons, assez sévère extérieure contraste complètement avec la magnificence intérieure. Le palais de la Berbie qui a un double intérêt, si je puis dire, un intérêt à la fois patrimonial parce que c'est un remarquable bâtiment historique contemporain donc de la cathédrale, donc de 13, 14 et 15e siècle, et qui à l'intérieur expose la collection, une des collections les plus importantes de l'artiste né à Albi, qu'est Toulouse-Lautrec, de renommée bien entendu internationale, et plus de 1000 œuvres y sont exposées, donc ça constitue une collection exceptionnelle. Et au-delà donc de ces deux bâtiments, la vieille ville, le secteur sauvegardé, donc classé, qui lui donc à travers tout un dédale de rues permet de découvrir donc des bâtiments, comme je l'ai dit préalablement, donc de la Renaissance, du Moyen Âge, avec des maisons typiquement albigeoises, avec des soleillés, c'est-à-dire des greniers à ciel ouvert où l'on séchait donc antérieurement les plantes et notamment le pastel. Et 3 circuits donc de découverte permettent justement de balayer tout ce secteur sauvegardé. Au-delà de ça, il y a également les berges du Tarn qui ont été bien réaménagées et qui permettent de pratiquer notamment des promenades en bateau et de pouvoir déambuler agréablement le long de la berge. Et sur la berge opposée également, il y a des bâtiments du 18 et 19e siècle qui ont été réhabilités, qui sont des anciens moulins, qui sont toujours construits avec cette fameuse brique qui ensoleille donc la ville. Donc tout un secteur quand même relativement large pour permettre une découverte sur 1 voire 2 journées. Alors parlons de Toulouse-Lautrec, bien entendu. Alors quelle est la vie albigeoise de Toulouse-Lautrec ? Alors en fait, la vie albigeoise de Toulouse-Lautrec, elle est surtout une vie donc de jeunesse, puisqu'en définitive, donc il est né à Albi, à l'hôtel du Bosc. C'est là que malheureusement se produira donc un de ses premiers accidents qui en ont fait donc le peintre, disons petit sur jambe que l'on connaît, mais qui en même temps permettra justement peut-être de développer tout son talent créateur et créatif. Donc il a passé quelques années sur Albi, mais c'est pas donc sur Albi que ses talents, je dirais, d'artiste se sont développés. C'est surtout sur Paris qu'effectivement toute sa création a été faite. De ces tableaux de jeunesse et des tableaux d'Albi, malheureusement, nous n'en avons qu'un exemplaire, qui est le tableau qui représente le pont du chemin de fer. Alors le navigateur Gallo de la Pérouse est également né à Albi. C'est ça, Gallo de la Pérouse, donc effectivement le grand navigateur du siècle de Louis XVI, est né donc à Albi, dans la ville même, et effectivement, paradoxalement, alors qu'on est en pleine terre, ce sera donc le Cook de la période de Louis XVI et le grand découvreur de nombreuses îles, dont malheureusement il ne reviendra pas d'une de ces expéditions. Alors un autre navigateur très connu à Albi, il s'agit de Monsieur de Rochegude. Oui, c'est effectivement Monsieur de Rochegude, qui était en même temps donc un grand navigateur, autre grand navigateur paradoxalement donc de la ville, et qui a légué à la ville en même temps une remarquable collection, une collection qui est devenue pendant fort longtemps la bibliothèque de la ville, une collection de livres, et qui avait donc effectivement légué à la fois donc un bâtiment, une collection et un parc qui porte toujours son nom. Alors la ville d'Albi comporte plusieurs squares et espaces verts. Tout à fait. Donc effectivement, au-delà du bâtiment, Albi est une ville aussi qui se veut une ville verte, une ville fleurie. Et d'ailleurs, elle concourt actuellement pour obtenir la 4e fleur, donc au niveau national. Ce parc est un des plus jolis parcs de la ville, avec le parc à la française attenant au palais de la Berbie. Donc le parc Rochegude, c'est quand même 3 hectares en plein centre-ville, avec donc des espaces verts, des espaces également paysagers.
Des espaces également pour les animaux, puisque donc il y a de nombreuses espèces qui ont été réintroduites, et également un parc avec des essences rares qui fait donc toute la richesse à la fois donc esthétique et je dirais patrimoniale de ce parc. Alors, en dehors de ce parc, est-ce que vous pourriez nous parler des espaces verts et des espaces de loisirs? Oui, en dehors donc des jardins comme le jardin du Palais de la Berbie, les Berges du Tarn, le parc Rochegun, nous avons également la chance d'avoir donc 2 bases de loisirs, la base de loisirs de Prat-Grossal et la base de loisirs de Contepot. Dans la première, donc, on a la possibilité de pêcher, de jouer au tennis. Il y a également donc des aires de pique-nique et de jeux qui ont été aménagés pour les enfants et un terrain également de bicross. Et sur la seconde également, donc ces mêmes aménagements ont été mis en place ainsi qu'un parcours de santé. Alors précisons que l'entrée est entièrement gratuite. Tout à fait, c'est-à-dire ce sont de grands parcs aménagés pour accueillir les familles le temps d'une après-midi, de quelques heures, aussi bien donc pour le divertissement des enfants que des grands, voire le pique-nique. Alors comment se structure l'Office de tourisme d'Albi? Combien de personnes y travaillent? Alors donc nous avons 15 permanents donc à l'Office de tourisme d'Albi qui est ouvert donc toute l'année excepté 4 jours, y compris donc bien sûr les dimanches, est ouvert les dimanches. Donc 15 personnes plus des guides vacataires donc qui viennent renforcer l'équipe des guides permanents. Au niveau de la structure, l'Office de tourisme, je dirais, a plusieurs secteurs, au moins 3 voire 4. Un premier secteur qui est le secteur habituellement le plus connu, qui est le service accueil et information. Nous avons également un service groupe ou réceptif qui lui donc est chargé d'organiser les séjours des groupes, aussi bien en tourisme d'agrément qu'en tourisme d'affaires ou de congrès. Nous avons donc en complément donc une équipe de guides interprètes nationaux voire régionaux qui donc animent les journées ou les congrès organisés par le service groupe. Et complémentairement à ça, donc nous avons une personne qui est chargée de tout ce qui est promotion et relations presse. Alors quelles sont les principales activités de l'Office de tourisme afin de faire connaître la ville d'Albi et ses environs? Oui, disons que on a comme mission essentiellement de faire effectivement connaître Albi et son agglomération. Donc au niveau donc de nos actions et de nos organisations, donc on a un travail surtout donc d'accueil et d'information du public puisque l'on reçoit quand même jusqu'à 150 000 personnes par an dans le bâtiment même de l'Office de tourisme. Parallèlement à ça, on participe donc à de nombreux salons, tant en France qu'à l'étranger, des salons à la fois grand public et professionnels. On doit participer à une douzaine de salons, donc tant au niveau français qu'européen, voire internationaux. Donc ça, c'est une deuxième accroche, je dirais, pour faire connaître la ville. L'on reçoit également de nombreux journalistes que l'on accueille soit en direct, soit par le biais d'organisations, je dirais, interrégionales. Parallèlement à ça, donc effectivement, on organise de nombreuses animations pour effectivement divertir à la fois les groupes mais également le grand public. On organise de nombreuses visites guidées, notamment au niveau de l'été, pour faire connaître les principaux monuments ou les principaux centres d'intérêt de la ville. Nous organisons également donc tout le long de l'année des visites dites thématiques qui, disons, rentrent davantage dans des points de détail de l'histoire locale. Ça, ce sont tous les samedis, donc comme ça on balaye un petit peu toute l'histoire locale et tous les lieux connus ou moins connus du patrimoine albigeois. Parallèlement à ça, on participe à des grandes rencontres nationales comme la fête des grands-mères, comme le printemps des musées, comme les journées du patrimoine. On participe aussi indirectement à de nombreuses animations locales, comme les journées sans voiture, comme les journées portes ouvertes, etc. Comme autre action que l'on conduit, je dirais que là est l'essentiel de nos actions. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une foultitude après de trop petites actions qui viennent supplanter ce genre d'action. Alors, est-ce que vous organisez des spectacles genre son et lumière, mettant en scène les principaux monuments d'Albi afin de faire revivre Albi à cette époque ? Alors actuellement, là depuis donc 5 ans, donc il y a un spectacle tous les étés qui se déroule à l'intérieur de la cathédrale Sainte-Cécile, qui s'appelle Les Bâtisseurs de Sainte-Cécile, qui est justement un moyen de découvrir à la fois la construction de ce bâtiment étonnant et en même temps donc toute l'histoire complémentaire qui s'est déroulée au cours de cette construction. Donc effectivement, c'est un bon moyen pour faire revivre et pour magnifier également l'intérieur de cette cathédrale.
Ça, c'est un des éléments. Autre élément d'animation, ce sont les gabarres sur les teintes. Ce sont des bateaux à fond plat. En fait, on a fait revivre des bateaux qui existaient donc jusqu'au 19e siècle, jusqu'à temps que le chemin de fer arrive et donc les supplante. Ces bateaux donc ont été reconstruits dans les mêmes conditions et sur les mêmes plans que ces bateaux donc de l'époque. Bon, bien entendu, ils ne servent plus à transporter des marchandises, mais au contraire à promener des touristes et à leur permettre de découvrir depuis la rivière tout notre patrimoine. Et on sait toujours que depuis l'eau, la découverte est toujours très différente. Comme autres actions, je dirais, elles se multiplient tout au long de l'année, mais bon, pendant l'été, c'est un petit peu les deux actions phares pour mettre en valeur le patrimoine albigeois. Il y a également des marchés qui sont organisés dans l'enceinte de la ville d'Albi. Tout à fait, c'est-à-dire Albi, comme beaucoup de villes du sud-ouest, est une ville de marché. C'était donc un grand bourg pendant longtemps qui a servi effectivement de point d'attraction à toute la campagne environnante. Et cette tradition donc se perpétue, je dirais, à travers de nombreux marchés. Alors c'est au marché couvert tous les matins, sauf le lundi, que l'on retrouve effectivement de nombreux producteurs et tous les produits, disons, nécessaires à l'alimentation. C'est également un marché aux légumes, à la volaille et à la viande que l'on retrouve tous les samedis, aussi bien en plein centre au cœur de la ville, place Sainte-Cécile, que sur de nombreuses places de l'ensemble de la cité. Il y a également donc un marché forain qui a lieu tous les mardis et tous les samedis au pied de la cathédrale. Des marchés biologiques également, donc plus typés, les mardis sur une des places de la ville. Des marchés aux puces, des marchés de la création qui complètent, disons, je dirais, ce marché de la bouche. Alors parmi nos auditeurs, il y aura certainement des personnes, des gens qui viendront vous rendre visite à Albi, ou tout au moins qui en auront envie. Alors quelles sont les capacités d'hébergement que vous proposez? Bien écoutez, au niveau capacité d'hébergement, nous avons plus de 700 chambres d'hôtel qui se répartissent depuis des hôtels 4, 3, 2, 1, voire sans étoiles. Donc on a toute la gamme possible des hôtels pour accueillir donc les touristes. Nous avons également des chambres d'hôtes, des gîtes dans Albi et dans les environs immédiats. Il y a également un terrain de camping sur Albi, mais il y en a également dans les environs immédiats. Je crois qu'on couvre un petit peu toute la palette et on trouve également donc de l'habitat léger de loisirs dans les environs immédiats. Disons que je crois qu'on a à peu près toute l'offre sur Albi et dans les environs immédiats réunis pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions donc les touristes en quelque saison que ce soit. Quels sont les projets de l'Office de tourisme d'Albi? Alors les projets de l'Office de tourisme, disons, bien entendu, c'est de retenir de plus en plus les touristes en multipliant donc des actions d'animation, en multipliant également des offres promotionnelles. Et effectivement, pendant l'été, nous avons des offres qui sont intéressantes. Nous avons notamment une carte passe qui permet donc de visiter l'ensemble des monuments à prix préférentiel, c'est-à-dire très réduit, puisqu'on a juste de 30 à 50% de réduction sur la plupart des entrées grâce à cette carte passe. Le reste de l'année également, on participe à une opération qui s'appelle Bon Week-end en Ville, qui du mois de novembre jusqu'à la fin mars permet aux gens qui viennent donc à Albi de bénéficier pendant le week-end, c'est-à-dire le vendredi, samedi ou dimanche, de 2 nuits pour le prix d'une. Donc ça, c'est des opérations que l'on multipliera, que l'on souhaite maintenir pour effectivement attirer le plus de personnes possible, parce que je pense que notre patrimoine le mérite largement. Alors pour terminer, avez-vous un message à faire passer aux auditeurs de Fréquence Évasion? Je pense qu'effectivement Albi mérite le détour parce que je crois que actuellement, on concourt pour être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si on a donc cette prétention entre guillemets, c'est que je pense qu'on a conscience qu'on détient un patrimoine de qualité. Et ce patrimoine de qualité, je dirais à travers des bâtiments comme la cathédrale, le palais de la Berbie et la collection exceptionnelle du musée Toulouse-Lautrec et le secteur sauvegardé de la vieille ville, je dirais ces 3 noyaux durs et forts de la ville constitue un patrimoine véritablement de qualité qui mérite réellement un détour. Merci, à bientôt à Albi, au revoir. Au revoir. Nous étions donc à l'Office de tourisme d'Albi, à bientôt, et je vous convie à venir visiter cette magnifique ville, Albi. Fréquence Évasion.